D'habitude, quand on parle de construire un empire, on a cette image mentale super précise en tête. Mhm. Une image de bâtisseur, ouais. C'est ça, c'est un peu comme l'architecture d'un gratte-ciel géant. Il faut des plans millimétrés, des ressources infinies et surtout des armées de bâtisseurs. Des routes, des aqueducs, des fondations politiques qui prennent des siècles. Exactement, on regarde Rome, on regarde l'Empire perse ou Alexandre le Grand et on voit une machinerie d'État très complexe, un truc qui s'est mis en place sur plusieurs générations. C'est l'idée classique en fait. Une ingénierie lourde, très institutionnelle et surtout, et c'est le point clé, très lente à se déployer. Ouais, très lente. Mais ensuite, on se penche sur l'histoire du 7e siècle, et là, soudainement, toutes nos règles historiques, elles s'effondrent purement et simplement. Ah oui, le contraste est saisissant. On se retrouve face à un homme né dans un désert très isolé, un homme analphabète selon la tradition, sans armée de métier au départ. Et qui part de rien, quoi. Voilà. Et pourtant, il parvient à forger en un temps record un empire 11 fois plus grand que celui d'Alexandre le Grand. C'est vertigineux quand on y pense. 5 fois plus grand que l'Empire romain. C'est juste fou. Et c'est le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Tout à fait. On va se plonger dans des extraits du livre The Muhammad Code, écrit par Howard Bloom. Alors Bloom, c'est un auteur scientifique, hein. Il est spécialisé dans l'étude des comportements de masse et de la psychologie évolutive. Et sa thèse sur cette expansion phénoménale est, disons-le, elle est assez explosive. Oui, et d'ailleurs je pense qu'il est impératif de faire une petite pause ici pour notre auditoire avant d'aller plus loin. Je suis bien d'accord. Allez-y. Le contenu des sources qu'on va examiner aujourd'hui est extrêmement chargé, que ce soit politiquement, historiquement ou religieusement. Absolument. C'est un terrain très sensible. Donc, notre mission dans cette analyse, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas du tout là pour valider ou pour condamner les thèses de l'auteur sur l'islam ou sur son histoire. Non, on agit vraiment comme des guides impartiaux. C'est ça. Notre but, c'est de décortiquer objectivement comment Howard Bloom construit son argumentaire. Comment, selon lui, il relie l'histoire du 7e siècle aux actes de militantisme qu'on voit aujourd'hui. D'accord, décortiquons tout cela. La prémisse centrale de Bloom, en fait, c'est que les groupes militants contemporains, genre l'État islamique, Al-Qaïda ou Boko Haram, ce sont pas des anomalies, Non, pour lui, c'est pas des déviations modernes. ni des mauvaises interprétations du texte. Au contraire, le livre soutient que ces groupes appliquent de manière super clinique et littérale les méthodes originelles de Mahomet. Et pour nous faire comprendre ça, l'auteur utilise une structure narrative assez particulière. Ouais, il commence pas par le passé, curieusement. Exactement. Il nous emmène d'abord directement dans les ténèbres du présent. Il examine comment les militants d'aujourd'hui justifient leurs actes les plus extrêmes pour ensuite remonter à la source. Et il s'attarde beaucoup sur l'État islamique, non, sur Aziz. Oui, particulièrement sur les périodes de leur chef Abu Bakr al-Baghdadi. Bloom cite des cas très documentés, très précis. Comme quoi, par exemple? Eh bien, il parle de l'asservissement systématique des femmes de la minorité yazidi. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Muna, qui est achetée et vendue comme un simple meuble. Oh waouh, c'est horrible. Et il aborde aussi le calvaire tragique de Kayla Mueller, la travailleuse humanitaire américaine. À travers ces exemples, Bloom souligne l'existence de ce qu'il appelle une véritable théologie du viol. Une théologie du viol. Ah, c'est glaçant, mais comment c'est possible sur le plan purement théologique? C'est la grande question. Je veux dire, dans la plupart des religions qu'on connaît, ce genre d'acte, c'est le crime ultime, non? Comment les sources de Bloom montrent-ils qu'ils justifient un truc pareil? Bloom, il a analysé des documents internes et des magazines publiés par ISIS. Et on y découvre que les combattants considèrent pas du tout le viol d'une non-croyante comme un péché. Ils s'en cachent pas du tout. Pas du tout. Le texte explique que c'est codifié comme une ibada. Une ibada, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui désigne un acte d'adoration, une prière en fait. Le fait de soumettre une captive est littéralement présenté comme un acte validé par le divin. Mais c'est le monde à l'envers. Et pour comprendre comment une telle justification peut survivre dans le temps, Bloom affirme qu'il faut sortir de la théologie classique. D'accord. Il fait appel à la biologie évolutive, surtout à deux concepts scientifiques précis. L'effet fondateur du biologiste Ernst Mayr et la théorie des mèmes de Richard Dawkins. Attendez, là, je suis un peu perdue. Le nom de Dawkins me dit quelque chose en génétique, mais quand on parle de mèmes, on parle pas des images drôles sur Internet, j'imagine. Ah non, pas du tout. Alors comment la biologie et les mèmes peuvent expliquer la construction d'un empire? Il faut revenir à la définition de base de Dawkins. Pour lui, un mème, c'est à la culture ce que le gène est à la biologie. Ok, donc une unité d'information
C'est ça. Une idée, une pratique, un rituel qui se réplique et passe d'un esprit à l'autre. Un gène cherche à survivre dans un pool génétique, le même cherche à survivre dans les cerveaux humains. D'accord, je vois. Et l'effet fondateur, c'est quoi? L'effet fondateur, ça postule que quand un petit groupe d'individus se sépare pour fonder une nouvelle population, les particularités de ces fondateurs vont dicter tout l'avenir génétique du groupe. Donc, si on applique ça à la culture humaine, Bloom l'applique en disant que la personnalité, les traumatismes et les méthodes de survie du fondateur d'un groupe s'impriment dans l'ADN culturel de ses descendants, de manière indélébile. vous avez un exemple pour illustrer ça? Oui, Bloom utilise l'exemple de Shaka Zulu au XIXe siècle. Les sources décrivent comment Shaka a pris le contrôle d'une tribu sud-africaine qui était plutôt pacifique à la base. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Par une discipline d'une brutalité inouïe, l'auteur rappelle même que Shaka faisait danser ses propres soldats pieds nus sur des épines pour éliminer les plus faibles. Il a transformé cette tribu... En machine de guerre. Exactement. En imposant sa propre psychologie paroxystique, le caractère du fondateur s'est transformé en mème culturel persistant. Donc, si je comprends bien l'analogie de l'auteur, c'est un peu comme si la culture fonctionnait comme un système d'exploitation informatique, quoi. C'est une très bonne image. Si le code source initial, le tout premier programme écrit par le fondateur, a été codé spécifiquement pour la guerre et l'expansion, Oui, mais il devient presque impossible pour les générations futures de faire tourner des logiciels de paix, parce que c'est tout simplement pas son architecture de base, le système planterait. ce qui est fascinant ici, c'est que Bloom utilise exactement cette métaphore biologique et informatique, mais pour l'appliquer à l'islam. D'accord. Il affirme que les actions historiques de Mahomet au 7e siècle ont créé des mèmes de conquête, un code source indestructible. Et pour comprendre ce code, il faut examiner la vie du fondateur. Alors, plongeons dans ce code source. Le livre retrace les jeunes années du prophète, et au début, c'est l'histoire classique d'un outsider, non? Tout à fait. Un début assez humble. Il naît orphelin, il est pauvre dans cette ville commerciale de la Mecque, il réussit à devenir un commerçant réputé, il est connu pour son honnêteté. Oui, il épouse même sa riche employeuse, Khadija. Voilà. Et pendant des décennies, sa vie a l'air plutôt pacifique, il est bien intégré. Puis arrivent les premières révélations en l'an 609. Du coup, comment l'auteur explique le basculement vers ce fameux code de guerre ? Bloom explique que la prédication de ce monothéisme strict, ça bouleverse complètement l'économie de la Mecque. Ah, parce que la ville vivait des pèlerinages polythéistes. Exactement. La Mecque s'enrichissait grâce au pèlerinage autour de la Kaaba. En menaçant ce modèle, le nouveau groupe s'attire une hostilité terrible. Les fameuses persécutions. Le livre décrit des atrocités. Des esclaves torturés, traînés sur le sable brûlant, écrasés sous des rochers. Mahomet lui-même échappe à des assassinats. Et c'est ça qui crée le traumatisme fondateur. Oui, cette pression intenable mène à la fuite vers Médine en 622. C'est l'hégire. Donc, ils arrivent à Médine, mais ils sont réfugiés. Ils ont tout laissé derrière eux. Ils n'ont plus un sou. Plus de commerce, ils dépendent de la charité des tribus locales. Mais bon, la charité, ça va un temps. Comment ils font pour survivre sur le long terme? Est-ce que la doctrine s'adapte? C'est précisément le moment charnière selon Bloom. Pour survivre, Mahomet doit fondamentalement changer de stratégie. Il fait quoi? Le texte explique qu'il commence à organiser des raids armés pour piller les riches caravanes marchandes de la Mecque. Ah, carrément du pillage. Oui, et ces raids culminent avec la bataille de Badr en 624. Contre toute attente, les musulmans gagnent. Une victoire militaire écrasante malgré leur infériorité numérique. Et ça leur rapporte gros, j'imagine. Un butin immense, des esclaves, des rançons, et surtout un énorme prestige social. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on reprend mon analogie du système d'exploitation, c'est comme une start-up au bord de la faillite qui fait un pivot radical. Un pivot stratégique, oui. Avant, ils vendaient de la spiritualité pure et ils se faisaient écraser. Là, ils se mettent à la guerre de raids et ils prospèrent. C'est exactement ça. Mais selon Bloom, est-ce que cette bataille de Badr, c'est le moment officiel où la violence est inscrite dans le code source? Oui. L'auteur perçoit Badr comme la forge d'un mème évolutif crucial, l'idée que la violence au nom d'Allah est directement récompensée par le butin matériel sur Terre. La religion valide l'enrichissement par la conquête, en fait. C'est ça. Bloom cite des révélations montrant comment la répartition du butin devient une institution réglementée. Le système est désormais programmé pour récompenser l'agression. Je vois très bien la mécanique. Le pillage, ça motive les troupes quand on gagne. Mais il y a une faille béante dans ce système, non? Laquelle? La guerre, c'est pas que des victoires.
Que se passe-t-il quand la start-up se prend un mur? S'il y a une défaite, plus de butin, et que les soldats risquent juste de mourir. Tout devrait s'effondrer. L'armée devrait déserter. Bloom identifie cela comme le défi stratégique majeur de ce jeune empire. Et cette faille, elle est exposée très vite, dès l'année suivante, à l'abattage de Uhud en 625. Que se passe-t-il à Uhud? Un désastre absolu. L'appât du gain se retourne contre eux. Des archers musulmans abandonnent leur position sur une colline parce qu'ils sont trop pressés d'aller piller le camp adverse. Oh, l'erreur fatale. L'ennemi les prend à revers. Exactement. La déroute est sanglante. Bloom relate des détails très durs. Mahomet est gravement blessé, ses dents sont brisées par une pierre. Aïe. Et le moral des troupes devait être au plus bas? Surtout que les femmes mécroises descendent sur le champ de bataille pour mutiler les cadavres musulmans. Le texte relate même qu'une d'elles a arraché et mâché le foie de l'ongle de Mahomet. Mais c'est une horreur, ouais. Un niveau de terreur psychologique terrible pour une nouvelle armée. Après une débâcle pareille, comment on convainc un soldat de rester pour la prochaine bataille, hein? Selon Bloom, c'est au cœur de cette crise que Mahomet démontre une compréhension redoutable de l'ingénierie sociale. Il invente un nouveau patch pour le code. Exactement. Il invente ce que Bloom considère comme son mème le plus puissant. Pour corriger la faille du butin terrestre, il le remplace par une récompense invisible et infaillible, l'invention du martyr. En spirituel, genre la paix de l'âme. Non, Bloom insiste lourdement là-dessus. C'est pas un paradis éthéré. C'est un paradis qui garantit les récompenses matérielles et sexuelles que les soldats cherchaient sur Terre. Ah, les fameuses promesses textuelles. Voilà. Les 72 vierges, les houris aux yeux magnifiques. Pour Bloom, c'est l'outil de motivation ultime. La mort n'est plus un échec, c'est la victoire ultime. C'est fou de voir ça sous cet angle. Et en plus de l'au-delà, Bloom analyse une autre innovation, les 5 prières quotidiennes. Il refuse de les voir juste comme de la spiritualité. Il parle de liens musculaires. Un lien musculaire? Attendez, comment le simple fait de prier peut aider à développer une armée? Bloom explique que quand des milliers d'hommes s'alignent épaule contre épaule, se prosternent et se relèvent de manière parfaitement synchronisée 5 fois par jour, ça modifie la neurologie. Ah, l'effet de groupe. Ça dissout l'individualité. Ça forge une cohésion absolue. C'est le même mécanisme d'endorphine que les armées modernes utilisent avec la marche au pas synchronisée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Bloom affirme que le martyre sexuel d'un côté et les prières synchronisées de l'autre, c'est une véritable technologie sociale. Une machinerie pour créer le soldat parfait, oui. Programmé pour obéir collectivement et prêt à mourir sans hésiter puisque la mort est mieux que la vie. Waouh! Si nous relions cela à la situation dans son ensemble, à l'État islamique dont on parlait au début, l'argument prend tout son sens. Pour Bloom, ISIS n'invente rien. Ils utilisent cette exacte architecture du 7e siècle. Le même code source exécuté des siècles plus tard. Des kamikazes motivés par le paradis et des combattants vivants récompensés par l'asservissement sexuel des captives. C'est un parallèle vraiment saisissant. Bon, la machine a résolu le problème de la motivation. Mais pour durer, il faut gérer la politique interne, non? Éliminer la dissidence, gérer les civils. Oui, et là, Bloom introduit la théorie du nerd, la stratégie du bouc émissaire. Il décrit une expérience sur des rats pour illustrer ça. Des rats? Des chercheurs placent des rats sur une grille électrifiée. La douleur les rend frénétiques. Au lieu de se réconforter, les rats dominants repèrent le plus faible, le nerd, et l'attaquent sauvagement. Pour évacuer leur frustration. Exactement. Transférer l'agressivité sur un bouc émissaire crée une cohésion sociale cruelle dans le groupe dominant. Fascinant d'un point de vue comportemental. Mais comment il traduit ça à l'histoire de Médine? Le livre affirme que Mahomet a ciblé les riches tribus juives de la région comme bouc émissaire pour souder ses partisans et s'enrichir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces tribus? D'abord l'expulsion des Banu Kainuka et Banu Nadir. Mais le pire, c'est la tribu des Banu Quraïza. Après un siège, la tribu capitule. Et là, de longues tranchées sont creusées au marché. Oh mon Dieu. Les sources indiquent qu'entre 600 et 900 hommes sont méthodiquement décapités. Les femmes et les enfants sont réduits en esclavage et distribués comme butin. C'est d'une brutalité. Et il y a eu d'autres attaques? L'attaque surprise de Khaïbar. Bloom relate comment le trésorier juif de la ville a été torturé avec du feu pour révéler l'emplacement de l'or caché. Et pour les civils? La nuit même du meurtre du roi de Khaïbar, sa veuve, Safia, est emmenée dans la tente du vainqueur comme concubine. Les détails sont insoutenables. Mais l'auteur soutient que c'était pas des bavures de soldats. C'est ça? Bloom est formel. Ce sont des actions calculées, une méthode de terreur assumée. Et cette terreur s'appliquait aussi à la dissidence individuelle,
une vraie police de la pensée. Comment ça? Il liste les assassinats nocturnes de plusieurs poètes. À l'époque, les poètes, c'était les journalistes, les influenceurs. Ils pouvaient détruire une réputation. Et ils ont été ciblés. Le texte cite Kaab, tué par ruse, Abou Afak, un vieillard centenaire exécuté dans son sommeil parce qu'il se moquait du mouvement, et Asma bint Marwan, Qui était-ce? une poétesse critique, mère de 5 enfants. La source décrit comment un assassin s'est introduit chez elle, a doucement écarté le nourrisson qui dormait sur son sein et l'a poignardé à mort. C'est le parallèle avec aujourd'hui me saute aux yeux. C'est la mécanique des cartels de la drogue ou des régimes totalitaires. On assassine un journaliste chez lui, pas juste pour le faire taire, mais pour faire un exemple. Pour glacer le sang de la population, oui. D'ailleurs, le lendemain du meurtre de cette poétesse, des membres entiers de sa tribu se sont convertis à l'islam par pure peur. Donc la terreur était le principal outil de recrutement avers. Cela soulève une question importante que Bloom théorise avec le concept du top predator, le super prédateur. C'est-à-dire? Dans la nature, un lion ne broute pas l'herbe. Il attend, puis il tue l'animal qui a fait le travail d'accumulation. Bloom affirme que le militantisme islamique des origines a fonctionné comme ça. Un super prédateur culturel. Voilà. Au lieu de construire patiemment une civilisation depuis zéro, il a utilisé la terreur et la guerre asymétrique pour s'approprier instantanément les richesses et l'infrastructure des autres, comme les Byzantins. Et la terreur faisait capituler les villes avant même les batailles. Exactement. C'est une vision incroyablement mécanique et sombre de l'histoire. Pour synthétiser notre exploration d'aujourd'hui, la thèse de Bloom avance que cette expansion foudroyante et la résurgence des djihadistes modernes, c'est pas un accident. C'est pas une perversion d'un message, selon lui. C'est ça. C'est le résultat d'une machine d'apprentissage social, un système qui carbure à la terreur, aux incitations matérielles, au sexe éternel et à la peur du châtiment. Howard Bloom cherche vraiment à alerter sur la résilience exceptionnelle de ces mèmes, des codes écrits il y a 14 siècles, mais toujours actifs, prêts à être téléchargés par de nouveaux militants. Je le rappelle à nouveau, c'est la mécanique de cette thèse controversée qu'on décortiquait pour comprendre comment cet auteur relie la psychologie à notre époque. Tout à fait. Ce qui nous ramène à la construction des empires. Ce livre nous jette au visage que parfois il suffit d'un code source extrêmement viral, conçu pour l'assimilation forcée. Et c'est terrifiant. Ce qui me laisse avec une idée très provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si on suit la logique de Bloom et que ces mèmes sont comme des virus hautement contagieux qui traversent 1400 ans d'histoire intacte, Où voulez-vous en venir? eh bien, nous vivons dans des sociétés modernes, fondées sur la tolérance et la pluralité. Une telle société a-t-elle seulement, dans son ADN, les anticorps nécessaires pour survivre face à un même superprédateur? C'est la grande question de l'auteur. Ou bien notre propre logiciel de tolérance nous rend-il aveugles face à un empire qui, selon la source, n'a jamais cessé de vouloir s'étendre? C'est complexe, mais c'est exactement pour affronter ce genre de questions qu'on fait ces explorations.